Bonjour, j'espère que vous m'entendez tous. Bonjour à toutes et tous. Donc, je vous remercie d'être avec nous pour ce webinaire organisé par la Gazette des communes, qui va porter donc aujourd'hui sur les données dans les collectivités, comment utiliser et améliorer vos politiques publiques. Alors, je m'appelle Cédric Aubin, je suis en charge du secteur public chez Kerus, société de conseil et d'intégration de solutions autour de la donnée et du digital. Ce webinaire va durer environ 25 à 30 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc, vous avez en bas dans votre écran, enfin, sur le côté, vous avez la possibilité de poser des questions. Donc, n'hésitez pas au cours du webinaire de poser vos questions. Et puis, on s'accordera un petit temps de réponse, si vous voulez bien, si on a encore un petit peu de temps. Si ce n'était pas le cas, on prendrait le soin de vous répondre après le webinaire. Bien, alors, la problématique aujourd'hui, en fait, que rencontrent les collectivités, c'est qu'effectivement, il y a un déluge de données, hein, on a une utilisation massive des données et du coup, l'acteur public considère finalement que ce n'est plus l'apanage des géants du web ou des grandes entreprises. Elles sont aussi désormais un enjeu majeur pour les territoires. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous permettre, dans un premier temps, de mieux appréhender cette révolution de la donnée, découvrir rapidement quelles sont les grandes lignes, les nouveaux usages de la donnée au service de l'intérêt général, et puis d'en comprendre les applications, agir, car évidemment, la demande de nouveaux services autour de cette donnée par les citoyens est toujours croissante. Alors, première partie, introduction, la révolution de la donnée, de quoi parle-t-on? Alors, à l'ère des big data, des mégadonnées, des données massives, des algorithmes, les acteurs publics découvrent que leurs actions quotidiennes, finalement, sont directement impactées par cette révolution de la donnée. En effet, par exemple, vous avez beaucoup de données techniques qui peuvent être collectées aujourd'hui et traitées autour du concept de ville intelligente, ce qu'on appelle le smart city. Du coup, vous vous retrouvez dans un environnement citoyen que vous pouvez doter de capteurs, d'objets connectés, de téléphones mobiles et de compteurs intelligents qui va vous permettre de suivre en temps réel un certain nombre de flux dans votre collectivité. En particulier, par exemple, les premiers domaines qui sont aujourd'hui pratiqués, c'est les métiers de l'énergie, de l'eau, des transports, de l'habitat. Voilà, donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et du coup, deuxième point, les services publics, évidemment, par ce biais-là, vont disposer de données. Par contre, il faut faire attention parce qu'effectivement, il y a des données aussi qui peuvent relever de la donnée personnelle. Et donc, il va falloir aussi regarder aussi ces aspects de confidentialité liés aux habitants, aux citoyens. Alors, la collecte et le traitement des données des usagers constituent évidemment un enjeu majeur maintenant pour vous, et notamment dans les années à venir, tout en protégeant évidemment, en sauvegardant les libertés individuelles. Une fois captée, cette donnée devient stratégique évidemment pour vos propres besoins internes de la collectivité. Donc, on parlera et on abordera ça après, un petit peu plus tard dans le webinaire. On va pouvoir capitaliser cette information pour justement aider à la décision, faire du data marketing territorial. On va pouvoir faire du management qu'on appelle data-centric. Mais évidemment, on a aussi une responsabilité, vous en tant que collectivité, de partager aussi, de remettre à disposition cette information à tous les citoyens, et c'est ce qu'on appelle l'open data. Donc, l'ouverture de ces données par une administration publique implique donc une réflexion, une stratégie, des choix techniques probablement et politiques. Voilà, c'est ce qu'on va essayer d'aborder ensemble rapidement. Alors, quelques exemples ici en termes d'usage. Les trois grands domaines aujourd'hui que l'on a identifiés pour nous, c'est déjà la lutte contre les fraudes à l'assurance maladie ou la fraude fiscale. Donc là, il y a beaucoup d'initiatives dans ce domaine-là, puisque effectivement, aujourd'hui, on peut mettre en place des systèmes
qui vont récupérer un certain nombre de données provenant des réseaux sociaux. Et donc, du coup, les administrations peuvent effectivement faire en quelque sorte une sorte de contrôle, en fait. Hein. Il y a voilà, des choses qui peuvent se dire sur les réseaux sociaux qui peuvent être croisées, en fait, avec des données de votre système d'information interne. Et du coup, vous pouvez mettre en corrélation, en fait, des anomalies, des comportements, par exemple, qui peuvent être frauduleux. Donc, si vous êtes une collectivité qui voilà, doit contrôler un certain nombre voilà, de diffusion de subventions, des choses comme ça, on peut imaginer des actions de cet ordre-là. Tout ça est fait d'une façon très technique. Bien sûr, il y a le monde bancaire qui a déjà travaillé sur ce domaine-là et donc du coup, on peut hériter de leurs best practices pour justement proposer des modèles analogues. En matière de politique de l'emploi, ensuite, il y a pas mal d'initiatives également en matière d'expérimentation sur les datas avancées. Par exemple, le Pôle emploi a développé un site internet qui s'appelle labonneboîte pôle emploi.fr et qui, en fait, signale finalement non pas les offres d'emploi quand elles sortent et qu'elles sont proposées par les entreprises, mais avec un algorithme intelligent est capable de dire, ben voilà, voilà l'entreprise qui est susceptible en fait d'embaucher dans les mois qui viennent. Et donc, les personnes peuvent effectivement déposer leur candidature très en amont pour que justement ils puissent être ensuite contactés quand les propositions de poste arrivent. Voilà, donc c'est un petit exemple. En matière de champ de l'action publique locale, alors là, il y a beaucoup d'initiatives. Hein, mieux réaliser l'entretien urbain et la gestion des déchets, par exemple, à l'aide de gestion de la donnée, disposer d'une police prédictive, accéder en temps réel à toutes les infos liées à la mobilité, notamment la gestion des stations vélo en libre service, en fonction évidemment de la météo, du calendrier des événements culturels, etc. Donc, l'intelligence de la donnée va vous permettre en fait de rendre un service beaucoup plus intelligent. Autre exemple, l'éclairage public, par exemple. Hein, donc, il y a des villes qui ont mis en place des systèmes qui finalement éclairent en fait les voies des rues en fonction du passage des personnes dans la rue. Donc, du coup, ça fait des économies d'échelle. Au lieu d'allumer les lumières toute la nuit, eh bien, en fait, les lumières s'allument uniquement s'il y a du trafic. Pareil pour, par exemple, travailler sur les congestions des villes ou des agglomérations, c'est de travailler avec des intelligences de données qui seraient susceptibles, par exemple, d'indiquer dans les heures de livraison, par exemple, un trafic supérieur. Donc, par anticipation, proposer finalement des trajets alternatifs, etc., etc. Je ne reviens pas sur toute la notion aussi de mesure de la pollution, les pollens liés à la santé, voilà, occasionnant des problèmes de santé aux habitants. Tout ça peut être aussi anticipé en matière de veille sanitaire. Voilà quelques exemples pour démarrer. Donc finalement, on est face à une situation inédite. Hein, je passe la diapo suivante. Évidemment, on peut redouter l'apparition des nouveaux Big Brother, hein, parce qu'effectivement, dans le domaine de toutes les datas, les grandes entreprises sont très très fortement intéressées par cette exploitation des données, et notamment celles que vous pourriez mettre à disposition en ouverture, hein, avec l'open data. Et donc, du coup, la profonde mutation aussi doit remettre aussi à plat le questionnement que vous pouvez avoir, vous, en interne, en matière de diffusion des données. Donc, il y a effectivement des enjeux d'ordre politique, hein, démocratique, parce qu'il faut effectivement assurer la transparence, l'accès à la donnée, les usages possibles, engagement des acteurs de la société civile. On peut aussi travailler sur l'axe participation citoyenne.
Les difficultés aussi pourront venir d'ordre juridique, puisque effectivement il y a la question de la protection des données individuelles qui est sous-jacente, et puis aussi la marchandisation des données d'intérêt général. Comment on fait, hein? Est-ce qu'on la fait payer, est-ce qu'elle est quand elle est valorisée, ou est-ce qu'on la fait pas payer, par exemple, quand elle est juste brute? Donc, se posent des questions évidemment d'ordre économique également, concernant les collectivités locales, les entreprises, les contribuables. Donc, il y a des liens en fait qui apparaissent à travers ces relations induites par la donnée. Et puis, d'ordre éthique, enfin, puisque effectivement, chacun d'entre nous doit être finalement un tiers loyaux de confiance et doit apporter évidemment toute la garantie de partage de l'information qui serait sélectionnée par le citoyen et pas pouvoir disposer de toutes les informations évidemment dites par exemple privées. Donc une course est engagée et finalement on voit bien que les acteurs privés sont vraiment très moteurs, et donc du coup l'acteur public doit aussi prendre conscience et comprendre les implications pour agir. Alors, les nouveaux usages de la donnée, où la trouve-t-on finalement et qu'en fait-on? Alors, je vous ai mis ici dans un schéma général finalement assez simpliste, mais qui vous permet de bien comprendre où on va pouvoir trouver la donnée et après voir comment on peut s'en servir. Donc, dans un premier temps, ce que je pourrais vous dire, c'est que vous avez évidemment votre système d'information interne. Donc là, les directions informatiques assurent la gestion de ce SI. Il y a des données internes qui sont en général stockées dans ce qu'on appelle des silos de données. Toutes les collectivités n'ont malheureusement pas encore des systèmes intégrés. Du coup, ça s'est développé au fil du temps dans la collectivité et par fonction ou par service. Et du coup, déjà, les données internes ne sont pas complètement transversales et reliées entre elles. Donc ça, c'est déjà un point qu'il faudra peut-être s'occuper déjà dans un premier temps. Après, il y a aussi toute une pléthore de logiciels éditeurs qui fait que voilà, on n'a pas toujours la maîtrise en tant que collectivité des évolutions de ces logiciels, etc., et d'aller chercher les données qui sont derrière ces logiciels. Donc, problématique déjà de SI interne. Ensuite, vous avez évidemment la question de l'open data dans le sens entrant, c'est-à-dire qu'il y a effectivement déjà à disposition des gisements de données ouvertes que vous pourriez éventuellement utiliser pour vos propres services. Et puis, de l'autre côté, vous avez aussi toutes les données qui sont, donc, comme je le disais tout à l'heure, des réseaux sociaux. Donc là, vous avez voilà, tous les Facebook, tous les réseaux sociaux, les médias sociaux qui sont disponibles aujourd'hui, et donc où les citoyens, évidemment, et les usagers peuvent donner un certain nombre d'informations, d'indications. C'est quand même relativement énorme. Donc tout ça fait que si on voulait utiliser toutes ces informations, eh bien c'est là la difficulté, hein, puisqu'on obtient un grand volume de données. C'est ce qu'on appelle bien les big data, hein, donc c'est un énorme nuage en fait où il y a toutes ces informations. On peut même rajouter, comme je le disais tout à l'heure, des objets connectés dans par exemple votre ville ou votre agglomération, et du coup ça va rajouter en fait des dispositifs qui vont être capteurs d'informations, capteurs de données. On appelle ça l'internet des objets, et donc il y a une explosion en fait de toutes ces données. Donc comment on va pouvoir gérer ça? Alors déjà, première partie, juste en quelques mots, le modèle général du SI interne. Ici j'ai pris l'exemple d'une région. J'aurais pu prendre un département ou une ville, hein, mais globalement, si vous voulez, c'est souvent analogue. Vous avez trois grandes fonctions dans un système d'information interne. D'abord, vous avez un système de communication et d'échange qui permet effectivement de faire circuler l'information entre les différents utilisateurs. D'accord. Deuxième grand module, en fait, c'est toute la partie gestionnaire, hein, qui vous permet de prendre des actions. Donc, c'est là où on va retrouver l'ensemble des applicatifs en silo. Et donc, on peut en avoir une ou deux ou bien plus, hein. Et puis, troisième grand domaine, c'est ce qu'on appelle le domaine du pilotage, où là, on va effectivement trouver le domaine de la data intelligence. C'est là véritablement où, à partir du système applicatif en interne, on va aller extraire
traduire et mettre en cohérence les données dans un entrepôt de données, et puis ensuite faire un certain nombre de préparations, ce qu'on appelle des data marts. Alors, il peut y avoir un data mart finance, il peut y avoir un data mart d'action métier, etc., qui vont produire des analyses, des tableaux de bord. Et puis, à partir de cet entrepôt de données, enfin, on peut évidemment imaginer un data mart spécial qui préparerait en fait les données de type open data, c'est-à-dire que là, on n'est plus dans le même sens que tout à l'heure. C'est bien là l'idée de sélectionner dans vos données propres de votre système interne les données que vous souhaiteriez faire partager avec les citoyens et les usagers. Voilà en fait un petit peu le schéma général d'un SI interne. Alors, évidemment, quand on aborde la notion de l'évolution de ce système vers la notion de big data, on a donc d'un côté les données qui vont être gérées dans votre système interne, et puis vous avez effectivement un grand nombre de données qui peuvent devenir disponibles à travers, donc, comme je le disais, les médias sociaux, donc Facebook, etc. De ce côté-là, hein, donc sur la partie gauche, c'est considérable hein, en termes de volume. Globalement, en fait, le volume stocké dans le monde fait que plus que doubler en fait tous les 2 ans. Donc, vous imaginez la quantité d'informations qui se trouvent dans ces gisements de type médias social. Le web de surface, hein, ce qu'on appelle le web de surface, c'est-à-dire ce qui est juste accessible par des moteurs de recherche, ne représente que 4% du volume total des informations dans le monde. Donc, vous voyez qu'il y a véritablement en fait des choses qui sont disponibles et donc qu'on n'y accède pas tout à fait encore. Juste à titre d'exemple, par exemple, si je prends un des médias sociaux connus qui est Facebook, en 2017, ça représentait 1 milliard d'utilisateurs, 700 millions de personnes publient sur Instagram, qui est donc sous l'escarcelle de Facebook. Donc, ça représente énormément d'utilisateurs. Alors, évidemment, quand on réunit le monde interne et le monde externe, eh bien, c'est ça qui va donner la notion de ce big data énorme. Alors, si je prends quelques exemples des big data dans les territoires, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va caractériser en fait le territoire, les habitants, selon les usages, les habitudes. Leurs sources de données sont éminemment variées, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. On a évidemment aujourd'hui des capteurs qui peuvent s'installer pour récupérer des données météorologiques, par exemple, ou des données de pollution de l'air. Il y a tous les systèmes de vidéosurveillance qui sont aussi en place aujourd'hui et qui se développent de plus en plus dans les villes et dans les agglomérations. Et donc, pour assurer la sécurité, un certain nombre de données, évidemment, sont récupérées. Il y a aussi toutes les bornes de téléphonie qui sont installées aussi dans les villes et dans les départements. Et donc, là aussi, collecte un certain nombre de données. Il y a évidemment tous les objets connectés que j'ai évoqués, hein, donc environ 50 milliards d'objets connectés à l'horizon 2020. Donc, vous voyez, c'est énorme cette prévision. L'information remontée par les citoyens directement aussi, hein, à travers des applications qu'on appelle les applications civic tech. Donc là, vous avez par exemple des applications aujourd'hui qui sont développées par des startups qui, par exemple, permettent de faire des signalisations de panne, des objets dangereux sur les voies, un certain nombre de dégradations, des incivilités, etc. Tout ça, évidemment, peut aussi remonter des informations que vous pourriez éventuellement traiter et exploiter. Enfin, on a aussi les plateformes de services numériques de type collaboratif. Par exemple, les applications comme Waze, comme Uber, comme Blablacar disposent aussi des informations qui sont à la croisée de vos propres domaines de responsabilité. Et du coup, il y a des choses qui sont faisables. Alors, quelques cas d'usage des big data dans les territoires. Beaucoup se font en termes sur la notion de propreté, hein, donc il y a pas mal de dispositifs d'évaluation. Par exemple, il y a une initiative qui a été menée à l'étranger dans la ville de Los Angeles qui mesure en fait la propreté rue par rue pour cibler en fait les interventions des équipes de nettoyage en fonction d'un indice de propreté, par exemple, de chaque rue. Donc, ça permet d'optimiser en fait le personnel et d'aller nettoyer finalement là où c'est nécessaire et de passer la rue qui est déjà propre.
En matière d'aménagement urbain également, hein, dispositif de collecte et d'analyse de l'opinion citoyenne en matière d'aménagement urbain. Donc ça, c'est des initiatives, par exemple sur Paris, qui ont été menées. Toute la notion de ville intelligente, hein, par exemple, l'île de Nantes a été munie voilà, très tôt d'un certain nombre de capteurs multiples qui permettent finalement d'être un très bon démonstrateur d'une ville intelligente. Tout ce qui va toucher au trafic routier et la circulation, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, hein, notamment la gestion du trafic. En matière de sécurité, eh bien, on peut aussi espérer avoir assez vite de la gendarmerie, je dirais, très orientée data, qui permet effectivement d'avoir à sa disposition des données variées qui font apparaître par exemple des relations entre les lieux, les personnes, les horaires, les coordonnées. Donc évidemment, la gendarmerie a déjà un système qui est mis en place qui s'appelle Anacrim, mais par exemple en matière de police municipale, par exemple, il pourrait y avoir aussi des initiatives de cet ordre-là. La santé évidemment et le social sont évidemment aussi concernés. Notamment pour combiner des signaux faibles qui sont identifiables à partir des données citoyennes, par exemple, et qui pourraient être un relais et déclencher les actions d'un professionnel de santé beaucoup plus tôt. Donc avec des algorithmes, en fait, on peut effectivement détecter, par exemple, nous on a fait un système de prévision, par exemple, de passage aux urgences, qui fait que ça permet effectivement de désengorger en fait certains services, ou bien de ne pas acheminer les patients sur un service qui serait déjà trop saturé, par exemple. Voilà, donc c'est des usages en fait qui sont assez intéressants. L'eau également, un dispositif d'économie d'eau, par exemple, dans les équipements d'arrosage publics, avec des capteurs sur les bacs, des maintenances prédictives également, notamment sur les vieillissements d'ouvrages. Hein, le secteur immobilier public est important et donc on peut imaginer d'avoir des capteurs de résistance aux matériaux et de détecter voilà, le vieillissement en fait des infrastructures. Alors, donc, cette nouvelle data, cette nouvelle façon de voir les choses avec ce big data introduit en fait, bien sûr, une nouvelle dimension scientifique. On appelle ça la data science. Hein. La data science est donc là pour justement rechercher, mettre en place des algorithmes qui permettent effectivement de exploiter d'une façon plus sereine les chiffres, mais pas seulement. On l'a vu à travers les illustrations que j'ai pu donner au début. On a aussi à exploiter des images, du son, des vidéos. Donc, c'est ça aussi la capacité qu'a la data science à travailler sur ça. Mettre en place évidemment des algorithmes, hein, donc vous entendez beaucoup parler de ces algorithmes dans les médias télévisés, hein, donc c'est vraiment la méthode générale pour résoudre un problème, hein, c'est pas né d'hier, hein, l'algorithmie, mais là l'idée c'est effectivement, par la naissance de Big Data, c'est effectivement de développer des algorithmes qui vont tourner de plus en plus vite, parce qu'il n'y a plus de problématique de puissance de calcul aujourd'hui, et du coup, l'algorithme va pouvoir produire des résultats bien avant l'heure, et du coup, va être capable de nous anticiper sur des actions voilà, qu'on pourrait mener par ailleurs. Voilà, donc la problématique générale de la nouvelle data science, c'est analyser les données massives et en comprendre le sens, et anticiper et prédire. Alors, quels sont les enjeux maintenant, une fois qu'on a cette donnée, admettons, interne et puis externe, de la rendre disponible aussi voilà, par l'open data, c'est tout simplement améliorer l'efficacité de l'action publique, hein, puisque effectivement, vous pouvez, par ce biais, développer l'attractivité du territoire, valoriser l'action publique, moderniser l'action publique et améliorer les services offerts au public en renforçant le lien social. Donc, en partageant une partie de vos données, vous pouvez donc capter l'attention de votre écosystème. D'ailleurs, ça va de pair avec le troisième point qui est sur la droite ici, l'amélioration du fonctionnement démocratique, puisque la mise à disposition des données publiques permet d'accroître la transparence de l'action publique et induit un mouvement en faveur de ce débat public et de la concertation.
proposer également des nouvelles ressources pour l'innovation économique et sociale, c'est-à-dire qu'à travers le partage des données en open data, vous pouvez aussi également soutenir l'innovation et le développement économique des entreprises qui sont autour de vous ou dans des territoires. Par exemple, on voit beaucoup de startups qui vont commencer à développer des applications donc payantes ou gratuites, hein, peu importe, mais en tout cas qui utilisent des données publiques. Et donc, vous pouvez effectivement, finalement, avec ce développement de startups dans vos territoires, soutenir cette innovation. Et d'ailleurs, ça va de pair avec le premier élément que j'ai évoqué aussi, par ce développement économique, augmenter l'attractivité de votre territoire. Alors, comment mettre en œuvre des applications data centrées? Je regarde juste un instant l'heure, c'est bon, on est à peu près dans les temps. Alors, j'ai un schéma voilà, qui est relativement basique, mais qui résume finalement un petit peu tout ça. Donc, on a des données brutes, on va pouvoir les extraire, les transformer, les charger dans un entrepôt de données qu'on appelle en anglais un data warehouse. Et bien sûr, on va s'assurer de cette qualité de données et on va la certifier. À partir de là, on va pouvoir trouver des prévisions, prédire des comportements, des tendances futures. On va pouvoir aussi la récupérer pour imaginer, renforcer sa stratégie, prendre des décisions avec les données internes à partir des remontées de ces informations. Vous allez, en tant que décideur ou acteur public, être en meilleure posture pour ajuster vos stratégies publiques et puis aller jusqu'à la data science pour justement prédire un certain nombre de choses, éventuellement rechercher de la valeur cachée qui serait dans vos données. L'affichage aussi, évidemment, de données, ça c'était quelque chose d'important, hein, puisque ce qu'on appelle la data visualisation a énormément fait de progrès et aujourd'hui on peut valoriser la donnée avec des voilà, pas seulement sous forme d'un tableau de chiffres, on peut mettre voilà, des schémas, des cartes, etc. Toute la data gouvernance, bien sûr, est une question qui sera traitée aussi dans cette problématique. Alors, pour quel enjeu on fait tout ça? Ben, c'est évidemment pour s'adapter et réagir au plus vite. Donc, réconcilier l'information, hein, utiliser en interne et celle qui peut être effectivement récupérée ou communiquée en externe. Donc, la fiabiliser, comprendre les activités métiers qui sont liées à cette information. Produire ensuite plus rapidement des informations. Hein. Aujourd'hui, on voit beaucoup de collectivités territoriales qui passent énormément de temps à collecter, à transformer l'information. Et ça représente en fait du temps d'agent. Hein. Et donc, quand les solutions autour de la data sont dites industrialisées, eh bien, en fait, ça permet de gagner du temps pour justement consacrer le temps qu'on a à analyser plutôt l'information. Donc ça passe par l'amélioration des processus, l'amélioration des outils. Diminuer évidemment le coût de production de cette information, hein, comme je le disais, en automatisant des tâches qui sont non génératrices de valeur ajoutée, et diminuer le cycle de production pour être beaucoup plus réactif. Et puis en même temps, améliorer la qualité de l'information qui est, je dirais, le mal nécessaire, puisque pour avoir confiance dans les données et dans les usages de cette donnée, il faut évidemment que l'information soit garantie. Alors, prendre en compte évidemment les attentes des utilisateurs, ça c'est très très important, hein, puisque évidemment sans prendre en compte ces attentes, ça va être très compliqué. Hein. Beaucoup de personnes, par exemple en interne, disent arrêtez de me fournir des indicateurs qui arrivent trop tard. Donc là, il y a cette difficulté. Hein. Mettre en place des indicateurs, c'est bien, mais il faut aussi les avoir en temps et en heure pour pouvoir placer ces personnes en situation d'anticipation plutôt qu'en situation de réaction. Donc ça passe par un certain nombre de dispositions, hein. Et dans les objectifs, c'est d'être évidemment plus souple et agile, couvrir le manque croissant des fonctions d'analyse des outils opérationnels. J'ai parlé tout à l'heure des applications métiers que vous aviez dans vos systèmes d'information internes. Très souvent, en fait, ces outils ne retournent pas l'information à l'usager et du coup, c'est extrêmement compliqué d'avoir de l'analyse des datas qui sont derrière ces applications.
Également, j'ai évoqué la notion de silo, hein, donc il y a une difficulté à avoir une vision transverse de l'activité. Et du coup, voilà, c'est important aussi d'avoir un système qui permettrait effectivement de casser ces silos et d'avoir une vision beaucoup plus transversale des données. Voilà, permettre évidemment aussi une diffusion plus large, hein, de cette information, que ce soit à l'intérieur de la collectivité ou à l'extérieur, avec évidemment des formes adaptées, hein, avec des simples interfaces intuitives. Donc là aussi, les outils ont fortement évolué et aujourd'hui, on arrive à avoir des restitutions très sympa. Et puis, permettre évidemment en même temps la maîtrise des coûts sur les investissements en matière d'outillage informatique. Quelles sont les difficultés quand on doit s'intéresser à l'attente des utilisateurs? C'est que évidemment, il y a des attentes peut-être très souvent divergentes des protagonistes. En effet, il peut y avoir effectivement d'un côté les directions et les fonctions transverses qui ont évidemment leurs propres demandes, hein. Vous voyez sur la diapo ici quelques exemples. Vous avez aussi les opérationnels qui, eux, attendent une remontée plus rapide d'indicateurs d'alerte, par exemple. Et puis, vous avez la direction des systèmes d'information et du numérique qui, lui, évidemment, doit se concentrer sur des référentiels, assurer l'autonomie des utilisateurs finaux, etc. Donc, il y a, voilà, dans un projet à prendre en compte, en fait, ces attentes utilisateurs, mais qui, évidemment, peuvent parfois être divergentes. Alors, comment faire? Ben souvent, on sépare en fait ce système de data intelligence dans sa conception vis-à-vis des applications opérationnelles. Je vais l'expliciter assez vite après avec un schéma, vous allez vite comprendre. L'information décisionnelle va être consolidée, hein, d'une façon intégrée et de façon indépendante des sources d'alimentation qui proviennent à la fois de l'interne et de l'externe. Ces données vont être aussi également historisées, ce qui fait que quand on bâtit un indicateur, par exemple, on peut le suivre sur le long terme. Évidemment, les données vont être épurées, transformées et partagées. Alors, le schéma, effectivement, vous le voyez sur vos écrans. J'espère que ce n'est pas trop abscon, mais je suis là pour vous éclairer. D'un côté, si vous voulez, vous avez les data sources qui sont les gisements de données que vous avez à votre disposition, que vous pourrez avoir à votre disposition prochainement. Vous avez les données qui sont internes, donc les silos en question que j'ai évoqués tout à l'heure dans votre SI interne. Vous avez aussi donc les gisements externes qui proviennent des médias sociaux, de Google Analytics, des informations de la concurrence ou bien des partenaires. Tout ça, en fait, constitue donc tout un tas de gisements que l'on va en fait entreposer dans une base de données, hein, si vous voulez, qu'on appelle un entrepôt de données. Et ça se fait avec un outil qu'on appelle un extracteur de données qui va récupérer les informations, les traiter, les qualifier, les mettre en relation, etc., sous forme d'un modèle. Les référentiels qui peuvent exister, qui sont très stables dans votre système d'information, peuvent être gérés d'une façon parallèle et peuvent être intégrés à cet entrepôt de données aussi. Et puis, quand effectivement, et vous voyez que plus on monte vers le schéma, vers le haut, plus on a des données externes, et bien plus il va falloir avoir des systèmes de stockage avancés. Par exemple, être capable de stocker de la vidéo, du son, des images, etc. Donc là, on n'est plus dans un entrepôt de données, mais on va parler plutôt de data hub ou de data lake. Donc c'est bon, voilà, une terminologie un peu anglo-saxonne, je m'en excuse par avance, hein, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de traduire les mots anglais en français. Mais voilà, vous avez 3 niveaux en fait, et les 3 peuvent être finalement interdépendants. Sur la partie droite, évidemment, une fois que cette information est enrichie dans ces systèmes, eh bien, il va falloir l'utiliser, la valoriser. Et donc là, on va trouver ce qu'on appelle le monitoring d'information, le monitoring de la performance, où là, on a plutôt des acteurs de type analystes qui vont effectivement identifier voilà, les liens entre les données, identifier des choses cachées, etc. Mais le plus commun des mortels, c'est plutôt quand même la data discovery, hein, la data visualisation, où là, on va exploiter sous forme d'outillage classique de reporting, de pilotage, de l'analyse ad hoc, qui permettra donc aux consommateurs de pouvoir consommer l'information que vous aurez enrichie dans votre grand système. Donc, vous voyez, ce système permet à la fois de capter en résumé l'ensemble des données internes et externes,
peut l'enrichir évidemment pour pouvoir la restituer et éventuellement la partager, parce que vous voyez que j'ai remis en bas du schéma la capacité aussi de faire une sortie vers l'open data. Donc, vous pourriez très bien préparer en fait un certain nombre de datasets à destination de l'open data à partir de votre système d'information interne. Quelques problématiques techniques quand même à prendre en compte rapidement. Ce n'est pas totalement l'objet du séminaire, du webinaire, mais il faut quand même que vous ayez ça en tête. Consolider les informations, c'est pas évident. Il y a la complétude des informations à contrôler. Il faut effectivement être capable de rapprocher les différentes sources et référentiels. Il y a une maîtrise de ces technicités d'accès à ces différentes sources à bien assurer. Et puis ensuite, gérer les problématiques d'exploitation. Bien, ensuite, il y a la question, quand on est sur le champ du big data, de la maîtrise des volumes d'informations. Donc, se pose la question de quel dispositif on doit mettre en place pour bien stocker, maintenir et sauvegarder l'information. Donc, si ce n'est pas des grands volumes, un dataware peut déjà, enfin, un entrepôt donné peut déjà suffire. Voilà, est-ce qu'il y a un référentiel ou il n'y en a pas? Donc, ça ouvre les questions. Si vraiment il y a énormément d'informations, là, il faut songer à des dispositifs plutôt très orientés Big Data qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire Data Lake ou Data Hub. Voilà. Et puis, enfin, maîtriser l'accès à l'information. Maîtriser la visibilité, qu'est-ce que vous voulez montrer à l'extérieur ou en interne, parce que la question peut aussi se poser, il peut y avoir des données confidentielles aussi, qui n'est pas diffusé à tout le monde en interne, et puis évidemment en externe, c'est quand même important. Voilà, je vous remercie de votre attention, j'espère que ça vous a donné envie en fait d'aller un peu plus loin. Sachez que ce webinaire en fait est là pour vous informer aussi qu'il existe une formation beaucoup plus importante qui dure sur une journée et qui vraiment voilà, reprend tous ces points que j'ai évoqués très rapidement, bien sûr, dans le cadre de ce webinaire, mais qui évidemment fort l'ensemble de ces points et vous apporte évidemment une meilleure maîtrise de tous ces grands domaines pour pouvoir construire une meilleure stratégie autour de vos données. Il y a plusieurs sessions qui sont prévues sur cette formation spécifiquement. À Paris, là, notamment, vous avez les dates qui sont affichées. Cette formation peut s'inscrire dans un cursus diplômant qui est un peu plus large, qui s'appelle Marketing et Développement Territorial. Et donc, c'est un module qui fait partie de cette formation qui s'échelonne sur une semaine, je crois. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à contacter donc, InfoPro Digital, qui est donc l'organisme de formation de la Gazette des communes. Ils sauront vous répondre sur les formations internes et formations intra. Et puis, si vous avez un projet également ou besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter, la société Kérus. J'ai mis mes coordonnées, donc on pourra évidemment échanger par ailleurs sur ces sujets-là si vous avez des sujets qui sont déjà un petit peu matures dans vos collectivités. Voilà, alors j'espère qu'il y a des questions qui ont été posées. Alors, je vais prendre juste… je ne sais pas si… Alors… Je regarde si on m'a envoyé des questions par mail. Alors, pas de questions pour le moment. Alors, il y en avait quand même une. Alors, combien de temps est-il nécessaire pour aboutir entre l'idée d'utiliser des données et le résultat effectif auprès des citoyens de l'administration? Avez-vous une fourchette de temps à donner sur quelques formes de projet? Oui, donc les gisements de données sont souvent donc déjà présents, donc notamment ceux que j'évoquais en interne. Donc là, il y a déjà, si vous avez un service informatique qui connaît bien ces gisements de données, ça peut être intéressant de travailler évidemment avec eux et de gagner du temps. La récupération de ces informations dans ce SI interne peut prendre voilà, un certain temps, mais avec l'outillage aujourd'hui, on peut vraiment gagner du temps. Donc, on a, nous, réalisé des projets de mise en place d'une solution de data intelligence et en général, on lotit le projet en plusieurs phases, mais je dirais que voilà, on évite ce qu'on appelle l'effet tunnel et on essaie de sortir des restitutions globalement, voilà,
au bout de 2 mois, 2-3 mois, on arrive déjà, voilà, la première partie, la première phase du projet est souvent un petit peu plus lourde que les suivantes parce qu'évidemment, il y a l'infrastructure à mettre en place, il faut aussi apprendre à travailler ensemble, il y a une connaissance du système de notre part, par exemple, en tant que prestataire extérieur. Mais à partir du moment où la première partie est faite, après, ça roule. C'est-à-dire que les lots suivants, si par exemple on attaque sur un autre domaine fonctionnel, eh bien, on peut enchaîner rapidement. Et donc, on a en fait un cycle projet plutôt en mode agile qui permet en fait de, voilà, de co-construire avec vous et d'aller assez vite dans l'itération en fait des domaines et des sujets fonctionnels. Voilà. Alors, autre question, est-ce qu'il y a un chantier actuel sur lequel vous travaillez pour illustrer un chantier data? Même sans donner le nom de votre client. Oui, alors j'ai pas mal évidemment d'exemples. Hein. Bon, il y a effectivement des dossiers de mise en œuvre où on fait quelque chose vraiment de from scratch, c'est-à-dire qu'il n'y a rien et il faut construire. Il y a en revanche aussi beaucoup de projets qui s'inscrivent plutôt dans ce qu'on appelle des projets de tierce maintenance applicative, c'est-à-dire qu'il y a déjà des initiatives qui ont été faites par les collectivités et puis qu'il faut voilà, continuer le travail, il faut faire évoluer les systèmes, les maintenir aussi. Donc voilà, on a beaucoup de travail. Nous, on a un service qui s'occupe exclusivement voilà, du secteur public et donc à la fois dans les départements, les régions et les villes, on a des projets qui tournent actuellement. Donc peut-être que je pourrais rentrer en contact avec certains d'entre vous après le webinaire, peut-être pour en discuter plus en détail. Je regarde, je contrôle si j'ai d'autres questions. Alors, une autre question arrive. Est-ce que le PowerPoint sera disponible pour les stagiaires? Bien sûr, pas de problème. Là, je m'en réfère aux organisateurs de la Gazette, mais en tout cas, voilà, le webinaire sera accessible. Il sera d'ailleurs même visualisable sur le web, parce que je crois que InfoPro va le mettre à disposition pour pouvoir le réécouter. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à les contacter. Alors, autre question encore, oui, c'est l'avalanche. Y a-t-il des collectivités qui font office de référence en matière de gestion de données? Oui, il y a effectivement des collectivités qui ont pris ce sujet déjà depuis un petit moment et sont vraiment déjà équipées. Hein. Je peux citer par exemple la région Rhône-Alpes qui est effectivement déjà muni d'un très beau entrepôt de données et qui permet effectivement d'être très réactif pour restituer par exemple des informations aux usagers en interne. Alors évidemment, en ce moment, ils sont aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, en pleine réflexion pour augmenter la capacité de ce système pour aller chercher des datas à l'extérieur et pouvoir enrichir effectivement leur restitution. Voilà, il y en a d'autres. Hein, on est par exemple sur la région Grand Est également, hein, qui est assez moteur. Bon, après, il y a la ville de Lyon, enfin voilà, il y a la ville de Nantes. Enfin, voilà, il y a pas mal de. Alors après, il y a des petites collectivités également. Voilà, on est présent à Annecy. Enfin voilà, sans trop révéler les différents projets. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde quand même au niveau de mon interface. Bougez pas. Ouais, donc c'est à peu près tout. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas en tout cas à nous envoyer si vous avez des questions encore après la fin de ce webinaire. Hein. Je vous ai laissé mes coordonnées mail, donc vous pouvez prendre contact avec moi et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, n'hésitez pas à prendre contact aussi avec les formations de la Gazette si vous avez une formation qui vous intéresse ou si effectivement celle-ci, telle que je vous l'ai décrite, vous intéresse également. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute. Au revoir.